Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 7 mai 2025. On fait ce soir une fixation sur une des grandes cibles des acteurs politiques en période électorale. Vous vous en doutez, il s'agit bien entendu de la jeunesse, fer de lance de tout développement qui est la plupart du temps une cible privilégiée, un déterminant important alors dans les prochaines consultations électorales de 2026. Mais la jeunesse est aussi une couche de la société aux multiples besoins et aux nombreuses attentes. C'est sur les grands axes de ces attentes que nous ferons un zoom ce soir dans l'info continue. Et pour l'exercice, nous sommes avec le docteur Damien Arondokou. Docteur Arondokou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Allez, vous êtes le coordonnateur national des jeunes leaders du Bénin. Merci pour votre disponibilité. À ma droite, mon confrère Kazmi Pedjo, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Kazmi Pedjo, bonsoir. Bonsoir, Luc Para. Bonjour, chers téléspectateurs. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Je vais vous adresser la toute première question. Quelle place, selon vous, la jeunesse occupe dans le landerneau politique au Bénin? Merci beaucoup. Merci de nous donner une fois encore cette opportunité de nous exprimer sur une grande thématique de l'heure. Et vous savez que la jeunesse aujourd'hui, vous l'aviez su dit à l'entame donc de votre émission, que la jeunesse est le fer de lance. La jeunesse aujourd'hui constitue aujourd'hui le fer de lance, comme vous l'avez dit. Et quand vous prenez aujourd'hui le poids démographique donc de la jeunesse. Et en 2026, moins de 35 ans donc des électeurs sont constitués donc de rien que de la jeunesse. Et en parlant donc des défis, comme je pourrais le dire que les défis sont vraiment multiples, diversifiés et parfois légitimes. Et nous n'avions pas vraiment le temps de rentrer en profondeur, puisque selon moi, les défis, c'est en fonction de chaque secteur, de chaque domaine. Vous savez, à l'avènement du président Patrice Talon en 2016, le président Patrice Talon a été élu à base de ces réformes. C'est pourquoi nous l'avions choisi, nous l'avions élu en tant que président de la République. Donc, il serait vraiment très bien que nous fassions vraiment le bilan secteur par secteur. Puisque en 2016, les attentes de 2016 ne sont plus les attentes de 2026. Ça, c'est évident. Voilà. On y reviendra. Alors, selon vous, on place la jeunesse à quelle position ou à quel niveau dans le landerneau politique au Bénin? À la première place. Un peu comme on place aussi les médias en première place lorsque nous voulons donc hiérarchiser les différents facteurs qui entrent en ligne de compte donc dans les élections. La jeunesse aujourd'hui représente la couche la plus importante, non seulement en effectif, mais aussi en termes de critique et en termes d'engagement. La jeunesse, excusez du peu, la jeunesse béninoise représente de tout temps et de tout lieu cet instrument que les politiques utilisent à chaque fois qu'ils ont besoin d'atteindre le haut niveau, c'est-à-dire le sommet. Mais c'est aussi cette jeunesse qui est abandonnée. C'est comme une échelle. On reconnaît la valeur lorsqu'on veut s'en servir, mais une fois en haut, on la rejette et puis on jette. Et puis basta, parce qu'on a atteint le sommet, le haut niveau. La jeunesse, c'est pas exclu d'entendre par ici dire de la bouche de nos leaders que c'est une bombe pour le Bénin, pour les pays africains. La jeunesse constitue donc un rempart pour landerneau politique. Est-ce que vous pensez que la jeunesse en question est consciente, je dirais, de cette capacité, de cette force-là dans le milieu politique? C'est justement ça le mal qui ronge, j'allais dire, donc l'univers politique au Bénin, c'est que cette jeunesse ne prend pas acte de sa force, de sa puissance pour véritablement donc en jouir, pour imposer donc les véritables objectifs de son développement. Je dis quelque chose, quand vous prenez l'armée aujourd'hui, ceux qui représentent la puissance même de la force publique dans l'armée, c'est la jeunesse. Quand vous prenez les magistrats, c'est vrai, il y a quelques donc vieux qui sont là, qui continuent de tenir le flambeau, mais
elle est constituée que de la jeunesse. Quand vous prenez le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, même au chômage, c'est les jeunes. C'est les jeunes on retrouve au chômage. Est-ce que vous pensez que la jeunesse est consciente, je dirais, de sa présence un peu partout, mais beaucoup plus de sa force quand on est dans le milieu, dans le milieu politique, parce qu'on a reconnu, hein, en tout cas quand je vous écoute, que les acteurs politiques ont besoin de cette jeunesse. Mais est-ce que la jeunesse elle-même, elle est consciente du fait qu'on a besoin d'elle? Est-ce que vous ne la sentez pas plus ou moins manipulée, instrumentalisée, comme le décrivait tout à l'heure Kazmi Pedjo, parce qu'il dit que c'est un instrument dont les acteurs politiques ont souvent besoin? En politique, depuis 90 jusqu'à nos jours, la jeunesse a été toujours manipulée, maltraitée. Oui. Mais laissez-moi vous dire que depuis certaines années, la jeunesse a compris les enjeux donc, électoraux et petit à petit, la jeunesse est plus consciente, plus lucide, plus responsable donc, de son avenir. Alors, en quoi cela se matérialise? Cela se matérialise aujourd'hui, par exemple, au niveau donc, des états-majors, dans des formations politiques. Et par exemple, quand vous prenez le réseau des jeunes leaders du Bénin aujourd'hui, nous faisons beaucoup de débats, les débats qui concernent surtout la jeunesse, les débats par exemple qui concernent l'entrepreneuriat dans des secteurs diversifiés, l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, il y a pas mal de thématiques de débats que nous animons en notre sein parce que, quel que soit ce qu'on dira, la jeunesse serait toujours au cœur donc, des actions publiques donc, de l'État. D'accord. Alors, Kazmi Pedjo, vous sentez vraiment la jeunesse prendre effectivement conscience de sa capacité, prendre conscience de sa force, parce que Dr Damien expliquait combien au niveau, par exemple, des jeunes leaders, et ce n'est pas seulement au niveau des jeunes leaders, il y a en tout cas un travail qui se fait. Mais est-ce que c'est vraiment significatif pour témoigner du fait que la jeunesse a réellement pris conscience? La jeunesse béninoise particulièrement est une jeunesse un peu particulière. Je n'ai pas envie d'employer l'expression bizarre. Je ne suis pas trop d'accord avec lui. Pas trop particulière. On a une jeunesse très intelligente, oui. Travailleuse. D'accord. On va suivre la lecture de Kazmi Pedjo quand même. Mais un peu oisive, qui cherche le gain facile, qui, je dirais non, ne maîtrise véritablement pas les enjeux de sa force, ne maîtrise pas les enjeux du développement et ça donne, vous voyez, à des pratiques très peu orthodoxes pouvant lui permettre donc de s'afficher. Vous avez cette jeunesse aujourd'hui, vous la retrouvez beaucoup plus dans les gagoteries, dans des débats d'un rien du tout. Cette jeunesse est telle que vous la retrouvez aussi dans des loisirs malsaines. Cette jeunesse est telle qu'on arrête aujourd'hui et qu'on envoie en prison. Et nos prisons sont truffées donc de jeunes laborieux qui pouvaient travailler. Juste parce que ces messieurs, eh bien, à un moment donné, veulent gagner vite et rapide. D'accord. Et donc n'ont pas compris véritablement qu'il faut mouiller le maillot, qu'il faut d'abord une certaine background en termes donc de qualité, en termes donc de savoir-faire, avant donc de rêver à avoir. Tout le monde veut porter le joli costume, tout le monde veut paraître aujourd'hui. Ça fait que cette jeunesse n'est pas consciente véritablement de la mission qui est la sienne. Et ne voyons pas quelques jeunes. Aujourd'hui, on a la chance quand même, depuis 10 ans, d'avoir un leader politique qui a donc ce caractère de travailler avec la jeunesse. C'est le trompe-œil, c'est l'indicateur, c'est le faux indicateur qui parfois au Bénin fait croire que la jeunesse est consciente, que la jeunesse travaille. Sinon, cette jeunesse, vous les voyez. Vous estimez que la grande masse est en déroute? Est en déroute. Cette jeunesse, vous la voyez dans les buvettes. Cette jeunesse, vous la voyez dans les rues de Cotonou. Cette jeunesse, vous la voyez. Les choses ont changé. Alors, à quelle occasion nous vivons tous à Cotonou. Demain matin, vous et moi, on va s'asseoir devant Canal 3 et on va dénombrer combien de vieux nous allons voir dans les feux de Cotonou. Mais nous allons également le soir, nous irons nous asseoir aujourd'hui. On aurait dû casser le stade de l'amitié pour permettre à cette jeunesse de ne plus venir là. Alors, Monsieur Damien, est-ce que vous notez un peu la pertinence du développement de Kazmi Pedjo? Parce que tout de même, on sent, comme vous l'avez dit, un grand travail qui est fait. Mais on note également qu'on a affaire à une masse de jeunesse qui est pressée de vite grandir, pressée de rattraper les aînés, pressée également de se voir dans des plaisirs
habits, dans de beaux costumes, d'avoir toute la richesse et autres. La preuve, c'est que tous ceux qui se jouent en prison pour des histoires de cybercriminalité et autres, la majorité, ce sont des jeunes, non? D'abord, je ne suis pas trop d'accord vis-à-vis de mon cher aîné Kazmi, parce que oui. Peut-être nous n'appartenons pas à la même tranche donc de la jeunesse. J'étais vraiment... Peut-être que vous ne voyez pas les choses de la même manière. On vous écoute, vous. Moi, pour ma part, je pense que les choses ont changé. La jeunesse béninoise, elle a commencé par être de plus en plus très consciente. Et consciente d'abord de son avenir. Oui. Puisque c'est l'avenir de la jeunesse. Est-ce que votre conclusion n'est pas trop active quand on sait que vraiment on a des jeunes dans la rue qui se mènent, ou en tout cas qui sont souvent mêlés dans on a des jeunes dans la rue, est-ce qu'on a donné une fois des opportunités à ces jeunes et par exemple des opportunités d'emploi et que ces jeunes-là n'ont pas, avec tout le temps, démontré de quoi ils sont capables. On ira alors pas à pas. Est-ce qu'au moins vous reconnaissez combien ils sont nombreux dans les rues, par exemple, à créer chômage, également à se mêler des activités plus ou moins, malsaines et autres. Et là, on parlera plus tard peut-être de la création d'emplois qui n'ont peut-être pas. Oui, là, vous savez, et ça, vous avez parlé, c'est une grande problématique aujourd'hui, la question donc de l'emploi et de la question de l'emploi que vous connaissez, le chômage, le sous-emploi et que sais-je encore. Aujourd'hui, c'est une grande problématique que beaucoup de pays ou de gouvernants n'arrivent pas toujours à solutionner, à trouver vraiment les approches de solutions qu'il faut. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple, aujourd'hui, rien que le secteur du numérique, aujourd'hui, le secteur du numérique aujourd'hui peut employer beaucoup de jeunes. Et il suffit juste que l'État crée les conditions et embauche donc les jeunes, forme les jeunes et embauche les jeunes pour que cette jeunesse puisse démontrer de quoi elle est capable. D'accord. Par exemple, comme je l'ai dit, à l'heure du numérique, l'État, par exemple, peut essayer de créer, par exemple, un fonds qui est dédié uniquement aux startups, par exemple, pour permettre à ces jeunes-là d'être formés et d'apprendre, de vivre pleinement de leur métier. Si on vous comprend bien, vous notez de la disponibilité au niveau de la jeunesse, mais il faut les aider à créer les opportunités qu'il faut. Naturellement, il faut créer les opportunités pour la jeunesse. Ce concerne de la jeunesse, Kazmi Pedjo, en tout cas pour les années passées ou pour les élections qui ont précédé avant 2026, puisque nous avons un focus sur 2026, c'est que la jeunesse, c'est elle qui, remplissait les bâches, c'est elle qui marquait sa présence sur le terrain politique et autres à sa manière. Mais c'est également une jeunesse qui se contentait plus ou moins des miettes. Petit t-shirt par ici, un peu de sandwich par là, quelques billets de banque, et puis bon, la récréation intervenait. Est-ce que vous pensez que pour 2026, avec cette conscience dont parle Monsieur Damien, vraiment les choses ont réellement changé ou bien les choses vont changer? Vous savez, Ali Para, moi je ne suis candidat à quoi que ce soit. Au Bénin. Vous n'êtes candidat à rien. En tout cas, pas pour l'instant. Moi, je vais vous dire ma sincère vérité. Allons-y. Ceux qui sont candidats vont caresser cette jeunesse dans le sens de poil. Moi, je ne suis pas là pour leur dire qu'ils sont beaux alors qu'ils pouvaient mieux faire. Cette jeunesse, vous l'avez tant décriée, depuis Yahi, c'est elle qu'on voyait sous les bâches à se disputer les pains, les sandwichs. Cette jeunesse, c'est elle qu'on voit aussi dans les canaux vers l'Europe, vers la France, vers l'Italie pour aller travailler là-bas. Cette jeunesse, il a dit tantôt, c'est pas l'État qui a créé la cybercriminalité, mais cette jeunesse est employée dans la cybercriminalité. Cette jeunesse est employée pour des loisirs. Donc, moi, je ne vois pas en quoi on ne puisse pas dire la vérité pour une fois. Voilà, quand on a fini de dire ça, est-ce que vous pensez que pour 2026, les choses vont changer? En quoi ça va changer? En quoi ça va changer, Ali Para? Ça ne peut pas changer parce que cette jeunesse est telle que vous retrouvez à travers les émigrants pour des métiers précaires. Vous voulez qu'en 2026... Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier. Non, ce débat, je crois qu'il y a un leader politique qui a dit que ces gens d'adage qui ne nous font pas évoluer là, on va les mettre de côté, il n'y a pas de sous-métier, tout ça. Aujourd'hui, il faut aller vers les bons métiers. D'accord. Nous n'allons pas passer toute notre vie
à aller acheter une moto à mettre en circulation, espérant donc rentrer un service, et dire que nous sommes en train de créer des emplois. Nous n'allons pas passer toute notre vie à aller créer des cabines de Momo dans les villes et campagnes pour dire que nous sommes en train de trouver de l'emploi à la jeunesse. D'accord. Il faudra aujourd'hui on vous aurait compris. Alors, monsieur Damien Mondokou, oui. 2026 est si proche, il est également si loin. En tout cas, ça dépend de là où on est positionné. Sur quel chantier pensez-vous que la jeunesse attend concrètement les acteurs politiques? 2026, c'est le moment. Et comme j'ai tout l'habitude de le dire, 2026, c'est l'année de notre année. C'est l'année de la jeunesse tout entière. D'accord. Cette jeunesse, elle est prête, elle est consciente, parce qu'elle a tant souffert des hommes politiques depuis les élections, depuis 1990 jusqu'à nos jours. Et les chantiers sur lesquels nous attendons très respectueusement le futur président de la République, ces chantiers sont énormes. Nous n'aurons même pas le temps qu'il faut. Allons-y sur les grands axes au moins. Les grands axes, par exemple, les grands axes, quand je prends le secteur de l'éducation, qui me paraît aujourd'hui comme un secteur capital. Tout vient de l'éducation, tout part de l'éducation. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez, vous aviez un enfant qui a 16 ans, 17 ans, qui a son bac, très jeune, et qui dépose des dossiers, par exemple, qui passe des concours, les concours au niveau donc des privés, au niveau de l'État, et qui n'arrive jamais à être admis. Cet enfant, par exemple, on peut le classer déjà, c'est un chômeur. Il est un chômeur. Maintenant, quand vous prenez, par exemple, le sous-emploi, il y a beaucoup de jeunes qui sont sous-employés. Vous êtes d'accord avec moi, qui sont sous-employés. Donc, quand nous prenons, par exemple, le chantier donc, uniquement pour l'éducation aujourd'hui, d'abord, des actions concrètes. Aujourd'hui, il faut revoir les curricula de formation. C'est indispensable. Et vous voyez 5 000 jeunes, 10 000 jeunes dans une faculté aujourd'hui. L'État ne fait que former des chômeurs. Vous savez combien de chômeurs qui sortent à l'université d'Abomey-Calavi et les autres universités? Aujourd'hui, moi pour ma part, tout compte fait, en ce qui me concerne aujourd'hui au niveau donc de notre réseau, nous réfléchissons beaucoup et nous apportons les apports de solutions qu'il faut. Quand vous voyez, de façon concrète, quand vous prenez la faculté de droit et des sciences politiques aujourd'hui, vous allez voir, je donne un exemple, 5 000 étudiants, 6 000 étudiants. Pourquoi, par exemple, l'État peut dire aujourd'hui, cette année, par exemple, nous ne voulons que 1000 étudiants dans cette faculté et reverser le reste des étudiants dans les universités thématiques. Aujourd'hui, par exemple, nous avions besoin, quand vous prenez le numérique seul, ça peut employer beaucoup d'étudiants. Et il faut préparer les étudiants. Ce n'est pas quand les étudiants ont le bac où il faut les orienter. Il faut les réveiller. Voilà, il faut les réveiller. Quand vous prenez par exemple le système allemand, je ne sais pas si vous connaissez mieux le système allemand, comment les choses fonctionnent un peu là-bas. Ce n'est pas n'importe qui a le bac allemand, ce n'est pas n'importe qui. Depuis quand vous quittez déjà la classe de 3e, on vous oriente. On sait d'abord ceux qui vont partir à l'université, ceux qui qu'on peut orienter vers donc des corps de métier, on le sait. Vers les formations techniques. Et la question, la problématique donc des universités thématiques, on en a connu autant de Yaïboni. Ces universités thématiques-là, où en sommes-nous aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut revoir aujourd'hui d'abord, non seulement la curricula de formation, mais aujourd'hui, il faut que l'État arrive à réorienter ces universités et thématiques en améliorant ce qui a été fait dans le passé. Le chantier est bien très important. Le chantier est bien vaste. C'est rien que le domaine de l'éducation. Le chantier est bien. On va revenir. Le chantier est bien vaste. N'est-ce pas? Vous, par exemple, Casimir Pédior, sur quel chantier vous pensez que la jeunesse doit attendre les futurs dirigeants? Merci beaucoup. J'ai été très poli en l'écoutant. Mais rien de ce qu'il a dit ne me convainc en ce sens que quand vous prenez l'éducation aujourd'hui, le secteur de l'éducation, quand la dernière fois on a voulu recruter, c'est des notes minables au niveau du système éducatif. À quel niveau? Les enseignants, supérieur? Les AME. Les AME, que ce soit au niveau moyen ou supérieur, ou même au niveau bas, c'est rien que des notes minables qu'on a attribuées aux AME. Ça sous-entend qu'un travail doit être fait. Le gouvernement l'a fait.
Pour le faire, on dit venez, on va vous former. Ce sont eux encore qui se rebellent contre le gouvernement et qui disent on ne veut pas être formés. C'est des notes minables. D'accord, donc ça veut dire qu'un travail doit être fait. Par qui? Est-ce que cette jeunesse est consciente de sa nullité? Est-ce que cette jeunesse Ali Para est consciente de sa nullité et commencer déjà par se faire former? Ali Para, c'est là la question. On n'a pas la qualité. Aujourd'hui, on n'a pas la qualité, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire, par exemple, tout en insérant chaque fois la jeunesse au niveau donc des pôles de développement, l'éducation, il a dit. La santé, on n'en a pas. Aujourd'hui, on a développé des pôles sanitaires et on n'a pas encore trouvé des personnes pouvant permettre d'animer ces pôles sanitaires. Je veux parler des hôpitaux qui ont été donc d'où la question d'orientation. Ça veut dire que peut-être on n'a pas de jeunes aspirants à ces postes sanitaires. Mais c'est très tôt au niveau dans les BTP. Quand il s'est agi de révolutionner le secteur des BTP à travers les gros chantiers au Bénin, on est obligé d'aller chercher des ouvriers en Côte d'Ivoire, un peu partout dans la sous-région, pour pouvoir avoir un peu de qualité. Vous voyez aujourd'hui des Kofi Diabaté. Est-ce que ça ne pose pas? Vous voyez aujourd'hui des Kofi Diabaté. Vous voyez aujourd'hui des Kofi Diabaté. On va s'écouter. Est-ce que ça ne rejoint pas ce que disait Dr Arondoukou? Revoir les curricula de formation. Ce n'est pas le curricula de formation. On va s'écouter un peu. Si cette formation était orientée en la matière, on pouvait en avoir. On pouvait avoir des jeunes béninois en quantité plutôt que d'aller chercher au-delà de nos frontières, non? Pour une fois, Ali Para, nous allons poser le diagnostic sans mettre cela sur la tête de l'État. L'État a formé. D'accord. Mais l'État ne peut pas aller au-delà de ce qui a été fait. Qui trouvez vous responsable face à ce jeté? Mais c'est cette jeunesse. Mais c'est cette jeunesse, parfois, qui refuse d'aller se faire former. C'est cette jeunesse qui refuse aujourd'hui de s'adapter au curricula. Ça sous-entend qu'un travail doit être fait sur cette jeunesse pour l'amener à prendre conscience, non? De vous et moi, est-ce que c'est l'État qui a mis le bâton derrière nous pour que nous soyons des journalistes? Mais monsieur n'est pas encore meilleur aujourd'hui. Nous faisons bien notre travail. Je le dis. Donc, si cette jeunesse ne veut pas se faire former, si cette jeunesse veut... Si elle ne veut pas se faire former, est-ce qu'il faut la laisser comme ça? On ne la laisse pas. Donc, il faut faire quelque chose. Le secteur. Casimir, on va s'écouter. Donc, il faut faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose. Mais ici, il ne faut pas responsabiliser l'État sur le malheur de cette jeunesse. Donc, je dis l'éducation. On n'accuse pas l'État, on ne désigne pas l'État comme responsable de la situation de la jeunesse. Donc, c'est la jeunesse qui est responsable. Non, mais on invite plutôt l'État, n'est-ce pas, en tant que garant de toutes choses, n'est-ce pas, à intervenir au niveau de cette jeunesse. Lorsque je veux recruter, lorsque je veux créer des pôles de développement, est-ce que je dois encore me soucier de la formation au rabais des employés que je veux mettre au niveau donc de ces pôles de développement? Mais si face à la situation, c'est le problème qui se pose. Mais moi, j'en ai besoin. Aujourd'hui, pour les gros chantiers en République du Bénin, on a besoin de cette main-d'œuvre de qualité. Mais aujourd'hui, on n'en trouve pas. Et c'est des Chinois, c'est des entreprises chinoises, c'est des Chinois qu'on voit sur nos chantiers. Aujourd'hui, à Glodjibé, il a fallu d'abord faire des mois et des mois de formation avant que les Béninois ne soient du moins un peu... Ça veut dire qu'on a évolué. Allez, on va écouter M. Damien. Je vous sens vouloir réagir. Je pense que les téléspectateurs sont en train de nous suivre, puisque nous sommes en train de mener un débat très apprécié par nos téléspectateurs. De façon concrète, aujourd'hui, si vous prenez juste le domaine de l'éducation, vous savez qu'il y a un diagnostic qui a été fait. Et le diagnostic révèle aujourd'hui que quand vous voyez, vous allez plus dans les facultés telles que j'ai citées tout à l'heure, le droit, la sociologie, la géographie, ces facultés regorgent pas mal de jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, par exemple, tel que je l'ai dit de façon concrète, l'État la responsabilité est partagée, mais l'État est plus responsable. Puisque les universités, c'est les universités purement publiques. Ce n'est pas pour un privé, c'est pour l'État. Donc, de ce point de vue, par exemple, l'État peut dire, par exemple, si je prends la faculté de droit, l'année 2026, j'ai besoin juste de 1000 étudiants dans la faculté, comparativement à 10 000 étudiants. Les 9 000 étudiants, on peut les réorienter autrement. Il ne faut pas que nous restions toujours dans cette optique de
de créer chaque fois des chômeurs à ne point infini dans la République. Il faut qu'un jour ça puisse s'arrêter. Il faut former des gens qui seront utilisés sur le terrain. Aujourd'hui. Ça fait tout de même une Aujourd'hui, par exemple, vous êtes venu en costume aujourd'hui. Vous avez porté votre chaussure. Vous êtes coiffé, vous êtes mignon. Mais aujourd'hui, par exemple, pourquoi on ne peut pas créer des écoles ou des universités comme des écoles de stylistes aujourd'hui. Oui, pour apprendre comment devenir mignon, c'est ça. Bien, pas les mignons, oui, s'habiller bien, mais c'est une très bonne chose. Vous savez, il faut changer les choses. Et je vais continuer, si vous le permettez, quand vous prenez par exemple le domaine aujourd'hui de l'environnement ou des infrastructures, comme attente par exemple de la jeunesse, on aimerait, la jeunesse veut aujourd'hui par exemple que quand vous prenez les villes à statut particulier aujourd'hui, qu'on puisse étendre l'asphaltage dans toutes ces villes aujourd'hui. Vous savez, l'asphaltage, il est bien vrai que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Mais comme attente, par exemple, on aurait voulu que le président qui va venir en 2026 puisse continuer pour que quand on dit, par exemple, quand vous allez dans les pays développés, que quand on prend juste Cotonou, qu'il y ait l'asphaltage, que tout Cotonou soit asphalté aujourd'hui. La même chose dans les autres villes, quand vous prenez Parakou, quand vous prenez Porto-Novo. Ça, par exemple, c'est dans... Quand vous prenez encore le domaine de l'économie bleue aujourd'hui, l'économie bleue, il est bien vrai que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts par rapport à ce secteur vital qui emploie beaucoup d'employés. Et le développement du littoral, le développement de la pêche, de l'aquaculture, l'écotourisme, c'est des secteurs aujourd'hui vitaux qui emploient beaucoup de jeunes. Donc, comme attente de la jeunesse, nous voulons quand même que si le futur président nous écoute, qu'il puisse prendre vraiment en compte la question globale de l'économie bleue aujourd'hui. C'est indispensable aujourd'hui. Ça s'impose à nous. Oui, Casimir Kodjo, voici le terrain sur lequel je vais vous amener. Il y a que, oui, vous notez que la jeunesse, elle est plus ou moins inconsciente, en tout cas à l'heure où nous je parlons. Je ne partage pas le même point de vue que vous êtes d'accord. La liberté d'expression, c'est aussi... La jeunesse, non. C'est plus la jeunesse de 80, 90, 2000. Les choses ont changé. Mais quel que soit ce qui se passe, il y a tout de même, comme on dit... l'opportunité ou l'occasion d'espérer, non? Qu'est-ce que la jeunesse peut espérer des nouveaux dirigeants? Rien. Elle va espérer d'elle-même. Et ceux-là ne sont pas venus pour vous. Ceux-là sont venus pour eux-mêmes. Et vous êtes là pour vous-même. Moi, je ne sais pas ce que je vais espérer. Mais on dit qu'on élit un dirigeant, il n'est pas là seulement pour lui. Autrement, il va tout mettre dans ça. Il va tout mettre dans ça. D'accord. Mais on a vu par ici, les dirigeants... Mais un jour, il faut mettre fin à ça. Nos dirigeants sont là. Il faut mettre fin à ça. Mais est-ce qu'on doit dormir sur une façon... En pensant à ce que je peux faire pour moi-même, que je vais œuvrer pour ma communauté. Qu'est-ce que cette jeunesse peut pour le pays? C'est ça la question qu'il faut plutôt poser. Et non, qu'est-ce que le pays peut pour les jeunes? C'est quand nous allons faire cette analyse-là. Allons-y dans votre logique. Ce que la jeunesse peut faire, par exemple, à son pays, avant peut-être plus tard d'espérer de son pays. C'est déjà d'avoir une qualification pour un métier qui puisse servir sa communauté. Un métier digne de nom, un métier digne de qualification. Je n'irai pas me former dans les métiers du digital pour devenir cybercriminel. Je me forme pour parfaire donc le digital en République du Bénin. Il y a plusieurs choses que je peux faire avec le digital. Elle a parlé des startups. Les moyens sont là, mis à disposition. Les crédits ne sont pas consommés. Pour ce qui est des startups, on n'en trouve pas. Et dans le secteur des... Non, je veux rectifier quelque chose. On ne va pas demander aux dirigeants d'asphalter tout le temps. L'asphaltage, ce n'est pas un programme d'emploi au Bénin. Ça serait un truc de courte durée et on repasse à autre chose. Mais par contre, les BTP, mettre sur pied donc les BTP en République du Bénin, pour moi, paraît comme un mécanisme d'employabilité qu'on peut mettre sur pied en République du Bénin. Et les BTP, ça englobe beaucoup de choses. On peut considérer que ça, c'est une suggestion qui complète un peu ce que disait moderniser notre flotte, qu'elle soit routière, maritime ou bien ferroviaire, tout ce que vous voulez, aérienne, tout ce que vous voulez, pour moi, paraît aussi
comme un moyen pouvant nous permettre de consommer le flux des jeunes qui sortent de nos universités. Donc, l'État va mettre sur pied ces différents pôles de développement. Et les jeunes, à leur tour, vont à l'école pour se faire former, ne pas aller joncher la faculté du droit, ne pas aller s'engloutir en géographie pour apprendre je ne sais quoi, mais aller dans des métiers véritablement prometteurs pour l'avenir du pays. Et non attendre, comme monsieur est en train de les inviter, à travers des creusets, pour qu'un Patrice Talon bis vienne en 2026 pour dire, bon, vous jeunes, je vous aime, je vais faire votre travail. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura plus jamais dans aucun pays en Afrique. Ça devient intéressant. La jeunesse, ça devient intéressant, comme l'écrit un de nos téléspectateurs. Allez, je vais vous permettre de... Je ne suis pas vraiment d'accord avec Kazmi. D'accord. Et je me dis qu'il est en train de rentrer dans le vif du débat. Je suis vraiment ravi de l'entendre ainsi. D'accord. Et vous savez, tel que je l'ai dit à l'entame de ce débat, la jeunesse, elle est au cœur du développement. Quand un président veut accéder à une magistrature suprême, on élit un président à base de quoi? À base de son programme, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vous a dit à l'école. Non, c'est un président élu en fonction de l'animosité que son prédécesseur lui aurait infligé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous écoute. Les choses ont changé, s'il vous plaît. À quelle occasion? Je vous dis, les choses ont changé. On venait de Paris. Les choses ont changé. La jeunesse que vous pensez, avec tous les mots dont vous venez de citer, c'est plus cette jeunesse. La jeunesse béninoise a changé, s'il vous plaît. Elle a changé quand? Elle a changé. À quelle occasion? Elle a changé. Cette jeunesse a changé. C'est plus la jeunesse que vous... La jeunesse, il a de cela 15 ans, 20 ans. C'est plus cette jeunesse aujourd'hui. Et je dis que quand on élit un président, c'est à base donc d'un programme d'action. Le président de 2006 qui va venir... 2026, excusez... il aura désormais un contrat social entre ce président et la jeunesse. Si on ne l'a pas fait désormais, cette fois-ci, nous sommes en train de vouloir imposer un programme social entre le président et la jeunesse. Et je pense que... En clair, vous voyez un réveil vraiment significatif au niveau de la jeunesse en 2026. Il y a une grande mutation aujourd'hui au niveau donc des états-majors qui ne dit pas son nom. D'accord. On ne peut pas tout vous dire aujourd'hui sur le plateau. D'accord. Allez, on aura en tout cas d'autres occasions pour aborder la même thématique et je souhaite vraiment compter sur votre disponibilité, vous deux. Il y a des téléspectateurs qui ne souhaitent pas aussi qu'on puisse changer des acteurs pour la nouvelle thématique. Le temps est passé. Vous savez, nous avons la dictature du temps. Oui. Un mot. Alors, vraiment, je suis vraiment désolé pour ce genre de thématique. Il faut qu'on ait au moins 1 heure, 2 heures pour en débattre parce que ça concerne la jeunesse. Et pour finir, et je pense que rapidement, la jeunesse, elle a tant souffert des hommes politiques. Elle a été tout le temps spectatrice. Désormais, la jeunesse, elle serait actrice. Désormais. D'accord. Et 2026, c'est l'année de la jeunesse. D'accord. Que cette jeunesse sorte de l'oisiveté et de la paresse congénitale et travailler sur ses vraies valeurs. Kazmi Pedjo, directeur de publication de la Nouvelle Économie, Dr Damien Arondokun, coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin. Merci à vous deux d'être passés sur le plateau de l'Info Continue. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter. On va s'arrêter là pour ce soir. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.